l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie Thank you very much, Emmanuel. commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité qui se poursuit depuis plusieurs semaines avec les déclarations de plusieurs généraux et journalistes sur les plateaux télévisés qui affirment que la Russie devrait bientôt rentrer en guerre directe avec la France. Par exemple, le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, avertissait en juillet 2025 que la Russie constituerait une véritable menace à nos frontières avant 2030. Plus récemment, il a également déclaré que la France était le principal ennemi de la Russie en Europe. De son côté, un commentateur russe a lancé en plein discours à la télévision une mise en garde particulièrement virulente à l'égard d'Emmanuel Macron. Mais attention, dans ces affirmations, on relève de nombreux éléments douteux. Aucun document français ou européen n'a annoncé qu'une invasion de la Russie allait se produire dans un avenir proche, et les menaces évoquées par Moscou sont principalement verbales ou relèvent de la rhétorique de guerre psychologique. Les articles de presse plus sérieux parlent d'une potentielle menace, mais rien n'est gravé dans le marbre. Et en plus de tout ça, une partie des médias relaye des propos provocateurs, mais peu vérifiés. Par exemple, cet article d'un média anglais intitulé « Marcher sur Paris » a fait sensation. Ou encore, cette vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, alors qu'il est bien plus difficile de retrouver l'entièreté de l'entretien, sans montage, sans coupure. Alors même si l'idée que la Russie pourrait envahir la France reste pour le moment des idées spéculatives, plusieurs signaux montrent que les autorités françaises et européennes prennent cette alerte très au sérieux. C'est pourquoi nous retrouvons aujourd'hui Laurent Braillard, journaliste et expert du Donbass, pour nous donner son avis et son expertise sur cette vague médiatique. Bonjour Monsieur Braillard, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Bonjour à vous, merci de l'invitation. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui découvrent notre chaîne grâce à ce nouveau format, vous êtes un journaliste, écrivain et historien et vous nous parlez aujourd'hui depuis le Donbass, donc des paroles très précieuses de terrain. Alors justement, Monsieur Braillard, les plateaux télévisés sèment la zizanie depuis plusieurs jours. On entend beaucoup parler d'une guerre directe entre la France et la Russie qui semble affoler du coup les citoyens français. Mais quels sont les échos dans le Donbass? Est-ce que les Russes ont vraiment prévu de nous envahir prochainement? Évidemment non, parce que il faudrait pour cela que la Russie puisse mobiliser une armée considérable, comme on a vu par exemple l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il faudrait qu'il y ait une mobilisation générale. Les Russes ont 25 millions de réservistes, donc il faudrait qu'ils mettent sur pied une armée d'à peu près, je sais pas, 10-12 millions d'hommes pour un tel projet, avec un armement considérable. Et l'armée qui est engagée, c'est une armée d'une opération spéciale, c'est comme ça que les Russes l'appellent, une opération limitée. Et il y a environ que la moitié des forces russes de l'armée régulière, appuyées par des volontaires. Alors certes, c'est des forces importantes, mais qui représente à peu près un corps d'armée de 750 000 hommes sur le front, avec peut-être voilà, les services de logistique, etc., peut-être 1 million, face peut-être à 750 000 Ukrainiens. Enfin, voilà, ce sont des forces très limitées, et les Russes auraient beaucoup de mal. Déjà, bon, vous avez entendu, comme tout le monde, cette affirmation que les Russes n'auraient pris que 1% du territoire ukrainien. En réalité, c'est 20%, mais même, bon, on voit que c'est une guerre de position et que la Russie n'a pas du tout l'intention, voilà, même de conquérir l'Ukraine, ce qui a été très clair dès le départ dans le discours du 24 février. Monsieur le président Vladimir Poutine en parle, il ne parle pas du tout de projet, et en plus, ça aurait quand même des conséquences quand même très très graves. Il faut quand même penser que la Russie est une puissance nucléaire, mais dans les pays de l'OTAN, il y a évidemment, et en Europe,
deux puissances nucléaires, qui sont la France, évidemment, et la Grande-Bretagne. Non, il n'y a pas du tout de projet russe, et de toute façon, même, comment dire, il n'y a pas, il n'y a plus d'idéologie communiste, il n'y a plus, Staline n'est plus là depuis très longtemps, il est mort en 1953, et même lui-même n'avait pas l'intention d'envahir l'Europe. C'est des projets totalement farfelus. La dernière fois qu'on a vu les Russes en Europe, bah, c'est pendant les guerres napoléoniennes et de la Révolution, hein, ça commence à dater, et ça a réussi aux Russes, évidemment, parce qu'ils sont arrivés jusqu'à Paris, mais dans le monde russe, il n'y a pas du tout d'intention, évidemment, et c'est clair, hein, et les diplomates russes, M. Lavrov, etc., le martèlent sans cesse. Et en plus, ça poserait des problèmes quand même assez importants à la Russie par rapport au monde multipolaire. Je pense que la réputation de la Russie s'effondrerait, hein, c'est assez clair. Et cette idée d'une Russie impériale, parce que c'est comme ça qu'elle est appelée, l'impérialisme du président Poutine n'existe pas. On n'est plus, ça fait très longtemps que tout ça n'existe plus. Alors comment vous expliqueriez ces informations qu'on nous donne en France? Est-ce que le but, ce serait plutôt de renforcer un petit peu la haine que les Français ont aujourd'hui envers les Russes, à travers la peur justement? Ou est-ce qu'on peut plus parler d'un écran de fumée pour un peu cacher ce qui se passe en interne que la France n'arrive pas à gérer en ce moment? Je pense qu'il y a trois raisons. La première, c'est une raison de politique intérieure. C'est ce que vous avez décrit déjà, donc c'est une politique de la peur. Il y a eu par exemple la guerre contre le terrorisme. Je suis Charlie, les terroristes sont partout, etc. Ça, c'était dans les années 2010 et un peu avant. Ensuite, on a eu la guerre contre le Covid. Donc ça, c'était déjà au début de l'ère Macron. Maintenant, la guerre contre les Russes, c'est une façon de gouverner le pays par la peur, de lui présenter un danger qui n'existe pas, mais un bouc émissaire qui fait très peur et qui permet donc de faire passer un petit peu la pilule aux Français de lois liberticides, de cacher un peu la misère, de glisser sous le tapis les problèmes internes du pays. Et finalement, vous vous rappelez les puces de lit, les Russes, les espions russes, les drones russes, etc. Enfin, les Russes sont partout, ils sont très méchants, ils sont... Voilà, voilà. La deuxième raison, c'est de faire passer la pilule, enfin, du moins, de justifier les financements qui vont être donnés par la France et par d'autres pays européens à l'Ukraine, puisque maintenant, comme vous le savez, c'est surtout l'Europe qui finance cette guerre. Et donc la France va mettre la main à la poche dans une situation économique délétère. Donc il faut absolument faire penser aux Français que ce danger est tellement mortel et tellement réel qu'il faut absolument qu'ils acceptent, encore une fois, d'enfoncer le pays encore plus dans le marasme financier et d'envoyer des milliards pour cette guerre. Ensuite, la troisième raison, je pense que c'est ce que j'appelle danser la polka. C'est toute cette danse diplomatique où on dit beaucoup de choses. Trump est spécialiste de ça. Où on dit beaucoup de choses qui sont plutôt un jeu qui peut être dangereux par ailleurs, entre la propagande, entre les pressions, on essaye d'impressionner aussi l'ennemi, et des déclarations qui se veulent aussi, dans un sens, pour Macron, je parle ici, le présenter comme un vrai leader de l'Europe, un défenseur de l'Europe, un personnage, il le dit souvent, de la paix, etc. Et comme un grand leader, dans l'idée que la France serait, voilà, encore un très grand pays, qu'elle pourrait compter, etc. Et que, voilà, M. Macron et d'autres dirigeants français seraient un petit peu les sauveurs avec l'Union européenne, etc. Il y a cette idée aussi qui tourne autour de l'Union européenne, qui serait une barrière, une institution, une organisation essentielle pour la paix dans l'Europe et le bonheur des populations. Je rigole là, mais voilà. Pourtant, en plus, côté russe, les bruits de couloir laissent plutôt entendre que c'est le gouvernement français qui titille en premier les forces russes, puisque selon plusieurs médias russes, Paris s'apprêterait à déployer environ 2000 militaires français en Ukraine. Des allégations qui n'ont d'ailleurs pas été commentées par la France. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors moi, personnellement, je pense qu'il s'agit, et là je vais donner même un scoop, c'est une conversation que j'ai eue avec pas mal de Russes, notamment des gens du ministère des Affaires étrangères, ici à Donetsk, comme mon ami Mikhail Glebov. Ça fait partie probablement de ce qu'on appelle la guerre psychologique, et ça vient probablement non pas de France, de Russie, mais d'Ukraine. L'idée, en fait, dans cette guerre cognitive,
c'est de glisser tout un tas de fausses nouvelles. Donc, on a eu par exemple les 50 officiers de Macron dans Azovstal. On a eu 50 mercenaires français tués à Kharkov. On a eu les troupes au sol déjà. Enfin, ça, par contre, c'était Macron qui le disait. Donc on parlait déjà un petit peu de ces troupes. Mais en réalité, ces hommes, enfin déjà le nombre 2000, c'est assez ridicule, 2000 hommes. Qu'est-ce que 2000 Français vont bien pouvoir changer à cette guerre s'ils arrivaient vraiment? Et puis les Russes, je le rappelle, ont été fermes. C'est-à-dire que M. Lavrov l'a dit à plusieurs reprises, dans le cas de l'envoi de troupes d'un contingent qui viendrait participer évidemment à la guerre, c'est un casus belli, donc c'est une déclaration de guerre, c'est très très grave, et je ne pense pas que... Donc je pense plutôt que ça, c'est quelque chose qui vient de la guerre cognitive et des services de la guerre psychologique de l'Ukraine, et qui participe aussi à glisser un peu des savonnettes. On a eu aussi les bataillons de Polonais. Ça c'était... Et c'est les Russes qui en parlaient. Donc ces fameux bataillons de Polonais, on était en 2022, qui n'ont jamais existé, il n'y a jamais eu... Mais c'était dans l'idée de dire, voilà, la Pologne, nos amis, nous les Ukrainiens, alors qu'il y a un gros contentieux, comme vous le savez, historique. Et aussi, voilà, de glisser des savonnettes entre la Pologne et puis la Russie, puis là, la France et la Russie. Et c'est toujours un peu tendu, c'est des provocations. L'Ukraine est spécialiste de ça, c'est pas la première fois qu'ils le font. Moi, je suis persuadé que c'est cette raison. Alors, ça a déclenché en Russie tout un tas de commentaires, l'agence TASS s'y est mis, etc., comme si c'était réel. Moi, j'y crois pas un seul instant. C'est mon opinion, bien sûr, c'est mon modeste avis, mais je pense que c'est plutôt là qu'il faut chercher la cause de cette nouvelle. Et vous êtes donc actuellement dans le Donbass. Vous nous avez partagé que vous avez également fait un petit peu de front ces derniers temps. Quel est l'état d'esprit des soldats russes justement par rapport à tout ça en ce moment? J'étais pas en première ligne, mais à l'arrière immédiat. C'était possible parce qu'il faisait très très mauvais temps, énormément de pluie et un plafond bas, donc les drones ne volaient pas. Donc on a pu se rendre assez loin sur des zones qui sont des zones arrière et qui sont assez terrifiantes, où tout est rasé. Donc on était en avant de Donetsk, le front a bougé, mais le front c'est voilà 10-20 km et les drones, comme vous savez, peuvent voler assez loin. Les soldats, bah, écoutez, je dois voir ceux de Normandie-Niemen bientôt. Je sais que, évidemment, il y a une fatigue, c'est certain, pour ceux qui sont d'ici, mais il y a une très forte motivation. Ils ont tenu la ligne pour certains 11 ans. Je ne pense pas qu'ils vont détaler. Enfin, je ne pense pas. Le moral est bon, d'autant que les reculs successifs de l'Ukraine sont quand même réels, même si ce sont des victoires tactiques, donc dans des petits secteurs. Mais c'est une guerre de position qu'il faut un peu remettre avec celle de 14-18. Une guerre où ça bougeait pas beaucoup, mais où c'était très sanglant. C'est une guerre d'attrition. L'armée russe tient le choc, évidemment. On voit par les mouvements, c'est par l'avance. Les populations, par contre, sont fatiguées dans le Donbass, 11 ans. C'est assez évident. Mais j'ai trouvé la ville, elle est remplie de gens. Tout est ouvert, il y a beaucoup de mouvements. Ils ont rouvert les écoles, ce qui m'a beaucoup étonné. C'est quand même la menace des drones. Et puis, ils ont, par exemple, lancé un missile français Scalp il y a environ 3 semaines, un mois, sur une zone civile. Mais bon, il fait très beau aujourd'hui. En plus, on a une sorte d'été indien. En tout cas, il y a encore les énergies que j'ai retrouvées. Et quant aux soldats, ma foi, eh bien, on verra quand je serai avec ceux de Normandie-Niemen ce qu'ils me raconteront. Eh ben, Monsieur Braillard, pour finir cette matinale, comment qualifieriez-vous cette déclaration un petit peu qu'on a entendue en un mot? Comment vous qualifierez cette information de la Russie va peut-être envahir la France? Absurde. S'il y a un seul mot, absurde. Oui, c'est vraiment le mot. La Russie n'a jamais eu de telle intention. Et il faut quand même rappeler quelque chose. La Russie moderne, contemporaine d'aujourd'hui, n'a pas les moyens de mettre en ligne une armée aussi colossale que par le passé on pouvait mettre en ligne. Ça demanderait une mobilisation massive qui serait d'ailleurs impopulaire dans la population russe et qui serait à mon avis pas acceptée. Donc les Russes acceptent pour l'essentiel, pas tous, cette opération spéciale, mais il ne serait pas question pour eux à aucun moment. Je pense que là, par contre, s'il y avait un moyen de faire sauter le régime de Vladimir Poutine, c'est s'il déclarait que demain, il envahit l'Europe pour une guerre qui durerait, je ne sais pas, 20, 30 ans. Enfin voilà, non, ça, c'est pas possible. Absurde. Eh bien, Monsieur Braillard, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé votre opinion et votre expertise. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission.
Merci à vous et merci aux auditeurs, évidemment. Et merci à vous d'avoir regardé cette matinale. Je vous dis à demain, 7 h, pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À demain.